Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Télé Sud. Soyez les bienvenus. Jeudi 30 novembre, à la une de l'actualité. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne s'est achevé ce jeudi à Abidjan sur l'engagement fort des dirigeants des deux continents à lutter contre le drame de l'immigration clandestine et de ses dérives, comme les marchés d'esclaves en Libye. Pour la première fois, un chef d'État français s'est rendu en visite officielle au Ghana, petit pays anglophone ouest-africain. D'après l'Élysée, Emmanuel Macron, son choix, c'est d'illustrer son ambition de nouer des liens avec l'Afrique anglophone. Clairement, il entend rompre avec la politique post-coloniale de ses prédécesseurs. Et puis en République démocratique du Congo, des cadres de l'opposition étaient interpellés ce jeudi. Si la police évoque le non-respect d'une décision gouvernementale interdisant les manifestations, les opposants, eux, dénoncent une politique d'intimidation du régime Joseph Kabila. Je vous le disais en titre, en marge du sommet Afrique-Union européenne, des dirigeants africains et européens se sont réunis pour discuter de la question migratoire après le scandale provoqué par les images d'êtres humains vendus comme esclaves en Libye. Une décision importante a été prise. Les dirigeants ont annoncé le lancement prochain d'une force pour traquer les passeurs de migrants. Christian Mambou. Réunion d'urgence entre les dirigeants de 9 pays africains et européens, ainsi que des responsables de l'ONU, de l'Union africaine et l'Union européenne. La question de l'immigration s'invite au cœur du 5e sommet Europe-Afrique. Déjà dans son discours d'ouverture, le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé les jeunes à ne pas tenter d'émigrer en Europe au péril de leur vie. La diffusion par CNN d'images de subsahariens vendus comme esclaves en Libye a créé une onde de choc sur les deux rives de la Méditerranée. Ces trafiquants d'êtres humains sont profondément liés au réseau de trafiquants d'armes, de trafiquants de drogue et aux mouvements terroristes qui opèrent dans toute la région, dans toute la bande sahélo-saharienne, du golfe de Guinée jusqu'à la Libye. Pour faire face à la traite humaine, les participants à la réunion d'urgence misent sur la coopération internationale. Il a donc été acté qu'une coopération étroite serait mise en place avec une task force opérationnelle associant les services de police et d'intelligence entre l'ensemble des gouvernements présents autour de la table, avec un lien étroit qui sera fait également avec toutes les puissances non représentées mais utiles pour démanteler les réseaux et leur financement. Les dirigeants se sont également mis d'accord pour mener des opérations d'évacuation d'urgence dans les prochains jours. L'engagement sécuritaire des chefs d'État laisse sceptiques certaines ONG. Elle rappelle l'aspect social et économique de l'immigration. La population africaine compte 60% de jeunes de moins de 25 ans, dont des milliers sont au chômage et n'ont aucune perspective d'avenir dans leur pays. Les accords de partenariat économique entre l'Afrique et l'Union européenne étaient l'un des sujets largement évoqués lors du sommet d'Abidjan. Outre les questions d'immigration et l'avenir des jeunes au cœur de cette thématique, de cette rencontre, ce sommet est un test aussi pour la cohésion de l'Union africaine. Alors l'Union européenne a également affiché sa volonté de changer sa politique, car trop souvent accusée de proposer des accords de coopération non gagnant-gagnant à l'Afrique. Moïse Moukoro. Un partenariat économique d'égal à égal entre l'Afrique et l'Union européenne. Le sujet est revenu plusieurs fois lors de ce sommet d'Abidjan et l'occasion pour de nombreux intervenants africains de monter au créneau. Les accords doivent être revus entre l'Europe et l'Afrique. Et comme l'a dit le président Alpha Condé, c'est le lieu maintenant de couper le cordon ombilical de sorte à renégocier les choses avec l'Europe. Les accords de partenariat économique qui sont signés entre l'Afrique et l'Europe, qui sont à la base du mal développement en Afrique. Face à ces critiques, l'Europe a voulu afficher sa volonté de changer sa politique de coopération avec les pays africains. Un plan d'investissement pour les continents à hauteur de 44 milliards d'euros d'ici 2020 a été présenté. Mais Bruxelles l'assure, changement de procédé, c'est l'Afrique qui décidera des contours de ce plan d'investissement. Nous proposons d'investir dans les secteurs d'avenir comme les énergies renouvelables, mais ce n'est pas l'Europe qui dicte, c'est l'Afrique qui choisira. On a parlé de gagnant-gagnant. Je dirais plutôt que c'est effectivement de la réciprocité dans lequel toutes les entreprises doivent retrouver effectivement leur compte. Alpha Condé, le président en exercice de l'Union africaine, veut y croire. Je reste confiant en l'avenir radieux de la coopération Union européenne-Union africaine, car les priorités du nouveau partenariat ont été choisies par l'Afrique et traduisent les attentes de nos populations, notamment en matière de paix et de sécurité, développement économique et social,
ainsi que la bonne gouvernance. Continuité ou vrai changement dans les échanges économiques entre l'Afrique et l'Union européenne? La réponse dans les années à venir. Après le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le président français Emmanuel Macron a clos sa tournée africaine ce jeudi par une visite éclair au Ghana, une première pour un président français dans un pays africain anglophone, signe de sa volonté d'ouverture au-delà du monde francophone. Julien Taillefer. Cette visite marque la volonté d'ouverture de la France vers l'Afrique anglophone. C'est la première fois qu'un président français se rend en visite officielle au Ghana. Plusieurs raisons à cela. La première, traduire en actes le discours des présidents français qui, depuis François Mitterrand, ont tous proclamé la fin de la France-Afrique sans sortir du précaré francophone. La deuxième, présenter des entrepreneurs français aux autorités ghanéennes et notamment le constructeur nucléaire Areva. Le Ghana vient en effet de recevoir le feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour la construction d'une centrale. La conférence de presse commune des deux présidents a vu Nana Akufo-Addo dénoncer fermement la dépendance africaine vis-à-vis de l'Occident. Nous ne pouvons pas continuer à établir notre politique intérieure et régionale sur la base d'un quelconque soutien que le monde occidental ou la France ou l'Union européenne pourraient nous apporter. Il n'est pas possible qu'un pays comme le Ghana, 60 ans après l'indépendance, ait encore ses budgets de santé et d'éducation financés grâce à la générosité et la charité des contribuables européens. Si vous aviez besoin d'avoir la preuve qu'une nouvelle génération de leaders en Afrique croit dans une nouvelle histoire pour l'avenir et la jeunesse, vous venez de l'avoir. Pour ceux qui pensaient que ce n'était que les mots d'un président français parlant de l'Afrique. Accra était la dernière étape de la tournée africaine du président français qui a regagné la France ce jeudi soir. Et puis Emmanuel Macron va organiser le 13 décembre prochain à Paris une réunion sur la force du G5 Sahel, a indiqué ce jeudi l'Élysée. Objectif de cette réunion internationale, accélérer le déploiement de cette force multinationale qui n'avance pas assez vite. Les présidents du Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso et Mauritanie et les pays partenaires, dont l'Union européenne et les États-Unis, ont été conviés donc à cette réunion le 13 décembre prochain. Dans l'actualité également de ce jeudi, des tensions et des interpellations en République démocratique du Congo. L'opposition et plusieurs mouvements citoyens ont appelé ce jeudi à une journée d'action dite journée de colère contre le maintien au pouvoir du président congolais Joseph Kabila, dont le mandat a pris fin en décembre 2016. La police de Kinshasa a confirmé l'interpellation d'une dizaine de membres du rassemblement de l'opposition, toujours en garde à vue. Il leur est reproché d'avoir bravé l'interdiction de manifester. Écoutons la réaction de manifestants de l'opposition convaincus que le départ de Joseph Kabila est une solution à la crise. Aujourd'hui, c'est une marche de colère que nous faisons. La marche est une marche de colère. Nous disons à Kabila non, plus jamais. Nous souffrons. Et surtout les mamans. La crise est entrée jusque dans leur cuisine. C'est grave aujourd'hui. Les Congolais ne vont plus supporter les bêtises, les sottises que Kabila et ses acolytes font. Si nous attendons l'alternance avec M. Kabila dans les élections, il n'y en aura jamais. Il n'y aura jamais des élections ici en RD Congo. Et puis l'actualité, c'est aussi au Togo, où la crise politique s'amplifie de jour en jour. C'est toujours aussi tendu entre l'opposition et le pouvoir en place. Des milliers de manifestants sont une nouvelle fois descendus ce jeudi dans les rues de Lomé, la capitale, pour le deuxième jour consécutif à l'appel de l'opposition. D'ailleurs, cette crise togolaise a été abordée par les dirigeants africains et européens lors du sommet Afrique-Europe à Abidjan. Écoutons quelques manifestants togolais divisés sur l'implication au nom de la France dans la résolution de la crise que traverse leur pays. L'Europe et la France doivent jouer pour la libération du Togo. Sinon, le peuple togolais va se battre par lui-même. Monsieur Emmanuel Macron n'a rien à voir avec le Togo. Déjà, il ne connaît même pas le Togo. Je ne compte que sur la mobilisation populaire, que sur la mobilisation du peuple togolais. Si des pays étrangers veulent nous aider, pourquoi pas ?
Le reste de l'actualité du continent, c'est l'Afrique en bref. Ahmed Shafik a affirmé mercredi être empêché de quitter les Émirats arabes unis où il vit en exil. Plus tôt, l'ancien Premier ministre égyptien avait annoncé son intention d'être candidat à l'élection présidentielle de 2018 en Égypte. Le ministre émirati des Affaires étrangères a répondu sur Twitter que son pays regrettait l'ingratitude d'Ahmed Shafik qui a trouvé refuge aux Émirats après avoir fui l'Égypte. Dans un communiqué publié mercredi, le commandement américain pour l'Afrique précise avoir conclu une enquête approfondie sur une opération menée le 25 août dernier près de Barir dans la région de Bas-Chabel contre des combattants Shebab en Somalie. Le Pentagone a conclu que ces soldats n'avaient tué que des militants islamistes et aucun civil lors de cette opération. Et puis au moins 6 personnes, dont 4 gendarmes maliens, ont été tuées et de nombreux autres blessés lors d'affrontements entre orpailleurs à la frontière entre le sud-ouest du Mali et le nord-est de la Guinée. Selon les autorités, il est impossible dans l'immédiat d'établir le bilan définitif de ces affrontements qui ne sont pas une première dans cette région riche en or. Et nous poursuivons avec le Soudan du Sud où s'est tenue une conférence de paix à Yambio avec la participation de 9 gouverneurs du pays, des membres du gouvernement, des religieux et puis quelques leaders de la société civile. Objectif, partager leur expérience et montrer leur engagement pour construire la paix et la stabilité à l'intérieur comme à l'extérieur du Soudan du Sud. Je vous propose d'écouter à ce propos un gouverneur sud-soudanais qui invite ses concitoyens à trouver une solution à cette crise interne qui pollue et fragilise le pays. Enough is enough. Trop, c'est trop. Time has come to end the war. Il est temps de mettre fin à la guerre. Le temps est venu pour la paix. Le temps est venu pour le vrai pardon. Le temps est venu pour nous de nous revitaliser en tant que peuple sud-soudanais, pour faire avancer notre pays. La situation ne peut être réglée par des gens de l'extérieur. C'est nous qui pouvons le faire en tant que peuple du Soudan du Sud. L'actualité internationale à présent, c'est le monde en bref. En visite au Bangladesh ce jeudi après 4 jours en Birmanie, le pape François est sorti de son silence diplomatique. Il a appelé la communauté internationale à prendre des mesures décisives pour résoudre la crise humanitaire des musulmans Rohingyas qui submergent ce pays d'Asie du Sud. Plus de 600 000 Rohingyas ont afflué ces 3 derniers mois dans le sud du Bangladesh pour échapper à ce que l'ONU considère comme une épuration ethnique menée par l'armée. Et puis les 2 principales organisations palestiniennes, le Fatah et le Hamas, ont annoncé mercredi soir remettre au 10 décembre prochain la passation qui devait avoir lieu demain vendredi. Ce passage de témoins devait être le point d'orgue de l'accord de réconciliation conclu au Caire en octobre dernier sous le parrainage palestinien. Les 2 frères ennemis palestiniens s'accusent mutuellement de manquer à leurs engagements. Et enfin, le Royaume-Uni était sous le choc ce jeudi après la virulente réplique du président américain Donald Trump aux critiques de la première ministre britannique Theresa May contre les retweets de vidéos islamophobes postées mercredi sur Twitter par le président américain. Mais pour calmer le jeu, la première ministre britannique a ensuite vanté la relation spéciale des 2 pays. Et pour clore cette édition, il y a 50 ans, l'Afrique du Sud estomaquait le monde. Le cœur d'une jeune femme transplantée avec succès dans la poitrine d'un homme malade. Ce fut la première greffe du cœur réalisée par le chirurgien sud-africain Christian Barnard dans la nuit du 2 au 3 décembre 1967. Une opération qui a marqué l'histoire de la médecine moderne. Un exploit qui a valu au professeur Barnard les éloges de ses pairs, mais aussi la haine de tous ceux qui lui ont reproché de s'être pris pour Dieu. L'homme au cœur greffé mourra 18 jours après l'intervention, le cœur intact, mais à cause d'une pneumonie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h pour un nouveau journal. Bonne soirée sur Télé Sud.